Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. On fait le point sur l'actualité de ce mercredi 26 octobre, voici les titres. Le Conseil d'État vient de trancher, l'élection départementale dans le canton de Sarralbe est annulée pour cause de compte de campagne invalidé. Le binôme Sonia Cristinelli-Frébeuf-Romuald Yayaoui ne pourra pas se présenter à l'élection départementale partielle. Tous deux sont inéligibles pour 1 an. Journée noire hier pour le Telex, le célèbre journal gratuit connu de tous les habitants de l'arrondissement de Sarreguemines cesse son activité. Après la hausse spectaculaire des prix du papier, la liquidation judiciaire a été prononcée hier par le tribunal de Sarreguemines. Les hausses des coûts de production mettent à mal les boulangeries artisanales. Hier, une journée de deuil national a eu lieu. 500 magasins ont baissé le rideau pour mettre en lumière les difficultés rencontrées. Les habitants et pêcheurs de Bérental inquiets pour le visage des espaces naturels environnants. 2 paysagistes sont allés à leur rencontre lors d'une randonnée pour entendre leurs avis sur de possibles travaux autour des étangs du Ramstein et celui de Bérental. La société Ineos Automotive à Ambar offre un chèque de 1 200 € à l'association Les Cœurs Éléphants. C'est un challenge remporté par l'équipe de cyclistes de l'entreprise qui a permis de reverser cet argent. Sport et solidarité toujours, le tennis club de Ambarot et celui de Woustviller ont organisé un tournoi. Le prix de chaque participation a été reversé à la Ligue contre le cancer. Et aujourd'hui, on va éclaircir une bonne fois pour toutes une très célèbre superstition avec Morane dans la chronique culturelle. Elle est où Morane? Coucou Margot. Mais ça va pas, tu m'as fait peur. T'es là depuis le début? Oui. Mais ça va et toi? J'ai chaud sous ce masque. Oui, je vois bien. Oui, ça va. Bah écoute, comme tu l'auras compris, on va parler d'Halloween. Ça arrive lundi. Et oui, je me suis intéressée aux chats noirs, ces pauvres petites bêtes. Très bien. Je reprends mon souffle. Merci, à tout à l'heure. Et on verra que le vin ne se fait pas forcément avec du raisin. Dans le Saulnois, un collectif d'œnophiles passionnés fabrique du vin de rhubarbe. Et puis maintenant, la décision du Conseil d'État est tombée. Sonia Cristinelli-Frébeuf et son binôme Romuald Yayaoui, candidats pour le canton de Sarralbe lors des dernières élections départementales, ne seront plus au Conseil. Ils avaient été élus avec 60% des voix, mais le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'élection. Thibaut Desmerlet est en direct à Sarralbe. Thibaut, est-ce que tu peux revenir pour nous sur le dossier ? Oui, alors pour rappeler les faits, le binôme Sonia Cristinelli-Frébeuf et Romuald Yayaoui étaient candidats dans le canton de Sarralbe lors des dernières élections départementales en juin 2021. Ils ont été élus avec 60,68% des voix au second tour, mais les élections ont été annulées par le tribunal administratif de Strasbourg qui a été saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Pour cause, leur dépôt de compte a été déposé hors délai, sous un retard d'une dizaine de jours. La défense a soutenu que ce retard n'était pas voulu et que c'était un oubli lié aux lourdes charges de travail par rapport aux autres mandats des candidats. Ils ont donc fait appel auprès du Conseil d'État. Ils ont entre-temps gardé leurs fonctions de conseillers départementaux. Sonia Cristinelli-Frébeuf était notamment 2e vice-présidente, mais le jugement est tombé. Le Conseil d'État a tranché lors d'une séance le 21 octobre dernier. Le motif de la défense n'a pas été reçu. Je cite le compte-rendu du Conseil d'État. Ils avaient déjà été élus pour d'autres mandats et ne peuvent se prévaloir d'une inexpérience pour s'exonérer de la méconnaissance d'une règle qui constitue une responsabilité personnelle du candidat. Ils sont donc déclarés démissionnaires de leur mandat de membre du Conseil départemental de la Moselle et inéligibles pendant 1 an à partir de la date du jugement. Alors les 2 principaux intéressés, nous avons essayé de les contacter ce matin, nous n'avons eu aucune réponse de leur part et nous avons aussi contacté la présidence du département et aucune réaction n'a pu être recueillie pour le moment. À mes côtés se trouve Pierre-Jean Didiot, le maire de Sarralbe. Monsieur le maire, vous étiez candidat lors des dernières élections départementales. Votre réaction sur la décision du Conseil d'État ? Alors il y a un principe en République qui est de ne pas commenter une décision d'une juridiction, ni celle du tribunal administratif de Strasbourg, ni celle du Conseil d'État. C'est un principe que j'applique. Je me permets simplement de dire que les élus se doivent d'être exemplaires.
Très bien. Des élections partielles auront donc lieu. Vous, lors des dernières élections, eh bien, vous étiez à 13 voix près du second tour. Est-ce que vous allez participer aux élections partielles? Alors, comme vous le précisez, effectivement, l'élection s'est jouée à très peu de voix, 13 voix de différence entre notre équipe et celle de Madame Frebeuf. Ce qui a changé depuis juin 2021, on est dans un contexte économique, social, financier, la guerre à nos côtés en Ukraine, qui est un contexte qui est très lourd, qui est très anxiogène. Et je pense que face à cette situation vraiment de crise dans des domaines très divers, eh bien, il faut des hommes et des femmes d'expérience pour affronter toutes ces situations et de mettre aussi en confiance l'ensemble de nos populations. Nos communes et les habitants de nos communes sont exposés à une inflation forte. Nos budgets, au niveau des communes, nous avons des difficultés à les tenir avec l'explosion des prix, par exemple, des énergies. Face à tous ces contextes, effectivement, il faut des hommes d'expérience, des femmes d'expérience, et je serai présent lors de ces élections départementales. Très bien. Toujours avec le même binôme? Nous allons en discuter dans les prochains jours. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Didio. Et donc, du coup, des élections départementales auront lieu, des élections partielles auront donc lieu dans les prochains jours. La date n'est pas encore connue. Sonia Christinelli Frebeuf et Romuald Diayaoui ne pourront donc pas se présenter. Merci beaucoup Thibault pour ce point et merci à Monsieur Didio. C'est donc une affaire à suivre. Une nouvelle pas très réjouissante maintenant, le Telex cesse son activité. Le palais de justice de Sarreguemines a prononcé la liquidation judiciaire du journal. Créé en 1970 et connu de tous les habitants de l'arrondissement, le journal a subi de plein fouet la hausse spectaculaire du prix du papier. 4 personnes ont ainsi perdu leur emploi et les impressionnants locaux sont mis en vente. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Une page se tourne pour le Telex et malheureusement celle-ci signifie la fin de l'histoire. L'édition du 10 octobre aura été la dernière pour ce journal gratuit créé il y a 52 ans par Claude Vervin. Financièrement, il n'était plus possible de continuer. La raison principale est l'augmentation de nos coûts de production, essentiellement celle du papier qui est notre matière première principale, qui a été multipliée par 5 au cours de ces 18 derniers mois et difficilement répercutable auprès de nos annonceurs. Une page vendue 1 500 € aurait dû être facturée entre 4 000 et 4 500 € pour compenser la hausse des coûts de production et ainsi permettre au journal de rester à l'équilibre financier. Les clients n'étaient pas prêts à mettre ce prix. Leur nombre a en plus considérablement diminué en raison du coronavirus et de l'autre difficulté internationale majeure que nous connaissons. Suite effectivement à la crise et ce conflit en Ukraine, une grosse baisse de notre marché principal qui était l'Allemagne, qui représentait un peu plus de 35% de notre activité, qui en représente aujourd'hui moins de 5% liées aux difficultés aussi connues en Allemagne. Difficulté aussi auprès de nos annonceurs français qui effectivement aujourd'hui subissent également cette crise et dont les budgets de communication divergent et s'orientent plus effectivement vers du numérique ou tout simplement vers une baisse de leur activité de communication. Le couperet est tombé hier avec la liquidation judiciaire décidée par le tribunal de Sarreguemines. La fin du Telex s'accompagne de la suppression de 4 emplois au sein du groupe Édition Claude Vervin. A noter que l'activité de distribution dans les boîtes aux lettres des prospectus de différents magasins continue et que les 500 m² de bureaux situés dans le centre-ville historique de Sarreguemines sont en vente. Et hier, c'était une journée de deuil pour la boulangerie artisanale. Plus de 500 participants sur les 30 000 boulangers en France ont baissé leurs rideaux pour protester contre la hausse des prix de l'énergie qui impacte leur production. C'est un reportage de Tim Girard et Jean Milon. Une journée noire, une action pour se faire entendre et dénoncer les prix de l'énergie qui s'envolent. Il est temps de leur lancer un électrochoc et que la population gronde avec nous contre ceux qui nous imposent toute cette mascarade. Le mouvement lancé début octobre sur les réseaux sociaux, ils sont finalement peu nombreux à avoir fermé leurs portes. Dans cette boulangerie, Pierre a la chance d'être protégé par son contrat jusqu'à la fin de l'année. Moi j'appréhende aussi ces augmentations-là, puisque je veux dire, on est tous dans le même bateau. Donc, et on ne sait pas comment s'en sortir en fait. À terme, ces charges pourraient doubler, voire tripler, et impossible de se passer de ces outils de travail, autant énergivores soient-ils. Machines façonneuses, pétrin, toutes ces machines-là, quand tout est en route, c'est ce qui consomme. Mais ce qui consomme vraiment énormément, c'est les fours.
Au-delà de la facture d'électricité et de gaz, l'autre gros problème du secteur est l'augmentation des coûts des matières premières. Pierre a constaté un bond de 15% depuis cet été. Et dans cette autre boulangerie, même cheval de bataille. Entre 30 et 50% d'augmentation suivant les produits. Donc je parle par exemple du beurre, de la crème, tout ce qui est produits laitiers que nous utilisons énormément. Les farines, avec les farines, nous avons subi plusieurs augmentations depuis 2 ans, tous les 6 mois, différentes augmentations. Et maintenant, nous nous heurtons à la crise de l'énergie. À accumuler, ces différentes hausses deviennent intenables. Aujourd'hui, la plupart des boulangeries sont soumises à la même problématique, augmenter les prix au risque de perdre des clients ou ne rien faire et perdre de l'argent. Les directions Bérental maintenant, où les habitants et les pêcheurs sont inquiets pour le visage que pourraient adopter des lieux qui leur sont chers. 2 paysagistes sont allés à leur rencontre pour leur poser 2 questions. Faut-il effectuer des travaux le long de la Zinzelle du Nord et sur les étangs des environs? Si oui, lesquels? C'est un reportage d'Émilie Hazel. Petite balade au fil de la Zinzelle du Nord samedi matin pour une vingtaine de personnes. Cette concertation un peu particulière était organisée par 2 paysagistes afin d'entendre les avis des habitants et des pêcheurs de Bérental sur de possibles travaux autour du Grand Étang et celui du Ramstein. On remarque souvent que la salle, être enfermé en salle, ça frustre les discussions et qu'on arrive souvent à des discussions uniquement négatives et on ne voit plus le positif ou le beau des choses. Et donc du coup, aller sur site avec les gens, ça permet tout simplement qu'ils nous montrent, qu'on ressente un peu collectivement ce qui se passe ici, que se dire la digue des Bouleaux c'est quand même très beau, ici ça nous plaît, ça nous plaît pas, on devrait rajouter un banc ici, etc. Ça permet aussi d'avoir d'autres types de discussions. Pour aider les participants à exprimer leurs sentiments, les 2 femmes ont proposé un jeu de rôle avec des cartes. Parmi les personnages, on a pu trouver la goutte d'eau, le roseau, le grain de sable, le peintre ou encore le pêcheur. Je suis venu aussi pour cette réunion parce qu'avec tous les travaux qu'ils nous ont annoncés, ça crée, on va dire, beaucoup de craintes chez les pêcheurs sur leur cheptel de poissons, on va dire. Alors c'est une première approche, je sais que c'est un projet assez lourd et du coup voilà, je voulais avoir un premier ressenti sur ce qui voulait être fait ou sur les projets qui pourraient être menés à terme sur cet étang. L'étude du projet de travaux a été lancée après la découverte de plusieurs fuites sur les digues, dont certaines avec un débit d'environ 15 litres par seconde. Aujourd'hui, en fait, l'étude de faisabilité elle a été lancée parce qu'on a des soucis techniques sur ces digues et que se pose la question du devenir de ces étangs. Parce qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, il pourrait y avoir risque de rupture dans certains cas, il pourrait y avoir risque d'atterrissement de l'étang, ça veut dire qu'on n'aurait plus d'étang, on n'aurait plus qu'une zone humide. La prochaine étape sera la pose d'un diagnostic par les paysagistes, puis elles proposeront 3 à 5 scénarios pour régler les différents problèmes. Quand le sport se mobilise pour la bonne cause, cela donne forcément le sourire. Dimanche matin, l'équipe de cyclistes d'Ineos Automotive à Ambach a remis un chèque de 1 200 € à l'association Les Cœurs Éléphants, un montant remporté lors d'un challenge organisé par l'entreprise. Les détails dans ce reportage de David Orès. D'un côté, les membres de l'association Les Cœurs Éléphants, de l'autre, les cyclistes de l'entreprise Ineos Automotive Ambach. Ils se sont donné rendez-vous à l'étang d'Asselfurt à Beach. Au programme, la remise d'un chèque de 1000 livres, soit 1 200 € pour soutenir l'association. Cet argent, l'équipe de cyclistes l'a remporté en participant au challenge de leur entreprise, un challenge lié au Tour de France. C'est mondial, c'est toutes les usines Ineos, aussi bien chimiques qu'automatives, se lancent dans le challenge pour parcourir les mêmes distances que le Tour de France. Ça va entre 150 et 200 km par jour, avec des équipes qui vont de 5 à 25 personnes. Donc, c'est relativement facile avec une équipe de 25, mais il faut le faire tous les jours. L'équipe d'Ambach a donc choisi de soutenir les Cœurs Éléphants. L'année dernière, ils venaient en aide à l'association Pour Quentin de Puclange-au-Lac. L'association choisit d'être locale et venir en aide aux enfants ou en personnes en situation de handicap. Ça nous a fait très chaud au cœur que vous nous ayez choisi et que vous ayez fait le choix de faire changer le regard sur le handicap, parce que donc ces 1 200 € que vous avez collectés pendant le temps du Tour de France, et ils seront reversés à des enfants en situation de handicap. Donc merci beaucoup, merci pour les enfants. Merci. On travaille aux côtés de nombreuses associations comme Ecréadis ou les diplômes de TED, et donc on a décidé de partager cette somme entre les différentes associations. Je ne peux pas encore vous dire au prorata de combien.
L'association sait déjà où ira l'argent. Les Chœurs Éléphants ont déjà la tête en 2023 avec leur festival Rock and Love qui se tiendra en février et la traditionnelle Nuit des couleurs qui fera son retour en juin. Et Octobre Rose n'est pas encore terminé. Les associations sportives se mobilisent pour la cause. Ce week-end, les clubs de tennis de Humbarot et Woustviller ont organisé un tournoi solidaire. Pas de classement, juste de la convivialité et des rencontres interclubs. Et bien sûr des dons pour la Ligue contre le cancer. Un reportage de Marie-Morgane Pires. On a Maria Stéphanie et Manon Mireille. 24 joueuses, toutes de rose vêtues. C'est la seconde fois que les clubs de tennis de Woustviller et de Humbarot se sont liés pour organiser un événement en commun dans le cadre d'Octobre Rose. Cela permet de doubler les terrains et d'accueillir plus de participantes dans les deux communes voisines. Des matchs en extérieur du côté de Woustviller et des matchs intérieurs à Roth. D'autres clubs étaient également invités, Putlanjolac, Roulin, Alberstroff et Kochersberg. Les joueuses se sont affrontées en double avec des jeux rapides en 1 set dans un tournoi non officiel. Pour participer à l'événement, chaque joueuse a reversé 10 €. La somme sera entièrement remise à la Ligue contre le cancer. L'occasion de sensibiliser les membres des clubs au cancer du sein. De l'opéra à Sarralbe, c'était la première représentation de l'opéra comique Lalarouk, une opérette proposée par la classe de chant lyrique du Conservatoire de Sarreguemines. Thibaut Desmerlet y était. Laissez-moi reposer un peu. Non, il faut quitter ce lieu. Lalarouk est un opéra comique français en 2 actes de Félicien David créé en 1862. Il raconte l'histoire de Lalarouk, fille de l'empereur Aurangzeb, qui a été promise au roi de Samarcande. Son histoire a été interprétée samedi soir à Sarralbe par la classe de chant lyrique du Conservatoire de Sarreguemines. 10 chanteurs se sont déplacés dans un décor haut en couleur aux notes orientales. Pas de boogie-woogie avant le concert du soir. Eddie Mitchell était à l'honneur au Casino des Faïenceries à Sarreguemines. Ce sont les Cartes Grises qui ont interprété les célèbres chansons de l'artiste français. Petit retour en images. Ils étaient 8 sur la scène du Casino des Faïenceries pour interpréter des titres du chanteur et parolier français Eddie Mitchell. Les musiciens et chanteurs des Cartes Grises, tous originaires de la région, ont choisi rapidement de faire un tribute de l'artiste en 2018. Depuis, ils voguent de concert en concert. Celui de samedi était organisé par Music Dance Connection en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Le groupe souhaitait faire passer un bon moment aux aficionados d'Eddie Mitchell et espère faire de nombreuses représentations dans le Grand Est. Et sachez que jusqu'au 6 novembre, la Moselle se met aux couleurs automnales pour fêter Halloween. À travers le festival Bêtes et Sorcières, de nombreux sites vont faire revivre les contes et légendes mosellanes. Un aperçu du programme dans ce reportage d'Anne-Sophie Gross. Pour sa 5e édition, le festival Bêtes et Sorcières transportera une fois encore les Mosellans dans un univers magique et légendaire. Au programme, près d'une centaine d'animations accessibles à tous seront proposées sur une 60aine de sites différents. Du plus jeune qui va simplement vouloir se maquiller, qui va vouloir se déguiser et avoir et récupérer des bonbons, à ceux qui aiment un peu le frisson, qui ont envie d'avoir un peu peur et d'avoir accès aux quelques animations qu'on a l'occasion de voir pour Halloween. Voilà, il y en a pour tous les publics. Se faire peur, mais aussi découvrir l'histoire du département à travers les contes et les légendes de Moselle, retracés dans 2 ouvrages. L'idée après, c'est que ces contes puissent être récupérés par les territoires, puisque les histoires sont classées par zone géographique. On espère que dans les années qui vont venir, ces histoires puissent être adaptées dans le cadre de ce festival. Aux Zoo d'Amnéville, en revanche, on préfère démystifier certains contes qui mettent en scène de méchants animaux comme le loup,
l'ours ou la chauve-souris. Pour expliquer aux enfants qu'un loup, il va pas se jeter sur lui, il mange pas des petits chaperons rouges dans les bois, ou qu'une chauve-souris, c'est pareil, elle se transforme pas en vampire pour aller sucer le sang des gens. Donc on est plutôt sur le frisson, mais de l'expliquer pour dire aux enfants qu'on peut en gros tous vivre ensemble. Plus de 60 000 visiteurs sont attendus, de Moselle, mais aussi de territoires limitrophes ou transfrontaliers. Alors prenez garde, vous allez frissonner. Et hier, dans le ciel, on a pu observer un phénomène météorologique rare, une éclipse partielle du Soleil. C'est la seconde de l'année visible dans une grande partie de l'Europe. Il était difficile de l'observer en raison des nombreux nuages. Alors si vous l'avez manqué, Pacôme Crémer a installé son appareil photo à éteint pour capturer le phénomène. Il nous a transmis des photos, dont une qui nous permet de suivre l'évolution de l'éclipse avec le début à gauche, le maximum de l'éclipse au milieu, et puis vous voyez en bas la fin à droite. Merci beaucoup à lui pour ces jolies photos. Pas d'éclipse en revanche de prévu demain, le soleil devrait être là. On regarde les prévisions météo et on revient dans un instant. On parlera notamment de la légende du chat noir dans la chronique culturelle. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, le soleil brille toute la matinée, puis le ciel se voile légèrement. Pour la nuit, le temps est calme et de fins nuages d'altitude défilent dans le ciel. Le thermomètre indique 10 degrés le matin, 21 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Emmeline. Le soleil se lève à 8h14 et se couche à 18h23. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On est mercredi ? Non. C'est quand mercredi ? C'est quand mercredi ? Papa, on est mercredi ! On est quel jour aujourd'hui ? C'est mercredi. Avec les mercredis, la journée des enfants est aussi celle des parents. On arrive juste à Ambar de chez vous. Rendez-vous dans votre nouveau Burger King, 95 rue principale à Ambar. Burger King ! Le 29 octobre, danse aérienne et musique se rencontrent à Petit-Réderchin avec la compagnie Les Aéronautes. Le temps d'une soirée, la harpe et la danse fusionnent afin de créer un spectacle musical et visuel. Programme complet et billetterie sur www.festival-euroclassique.eu. À l'accueil, caisse du soir. À la Toussaint, il est de coutume de fleurir la tombe de nos proches disparus. Une manière délicate de montrer que nous ne les oublions pas. Le chrysanthème, emblème de la Toussaint, symbolise l'immortalité. Et la coupe de plantes vertes ou fleurie s'avère très décorative et durable dans le temps. Pour vous accompagner dans vos choix, à Beach, rendez-vous aux pompes funèbres du pays de Beach. À Rohrbach, vous serez les bienvenus aux pompes funèbres Schmitt. À Sarreguemines, l'équipe d'Éternité saura vous accueillir et vous conseiller. La Toussaint, l'occasion de maintenir le lien avec nos chers disparus. Le Roi des Vins, Astirin-Vendel. 3500 références de vin, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le Roi des Vins, le temple des gourmands et des gourmets. Dans la vie, vous avez appris à vous méfier des offres trop alléchantes, à ne pas acheter n'importe quoi, n'importe où, et à protéger vos codes secrets. Sur Internet, apprenez à déjouer les pièges, repérez les signes qui sécurisent vos achats, et ne communiquez vos mots de passe ni par mail, ni par texto, ni par téléphone. Votre sécurité commence par votre vigilance. Tous nos conseils cybersécurité sur lesclésdelabanque.com. Laisse jouer, fort justement, attention Kirill est dans la surface, le ballon rentré, et l'essaye, but. La saison du football bat son plein et Mosaïque Cristal vous propose de suivre tous les matchs du SFC en direct. Le prochain match de la saison oppose le SFC à Boulay ce samedi à 18h en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. Les chats noirs portent-ils malheur ? On va découvrir la vérité dans la chronique culturelle. Bon Morane, vu ton déguisement aujourd'hui, je pense que tu vas nous annoncer des sorties spéciales Halloween.
Tout juste, sortez vos grimoires, vous allez frissonner ce week-end. Alors petit rappel pour les retardataires, l'escape game d'Halloween organisé par la ville de Sarreguemines se tiendra ce vendredi à partir de 17h30. Il reste quelques places pour les enfants de 11 à 17 ans et par groupe de 4, ils devront s'échapper en résolvant des énigmes. Vous avez encore jusqu'à cet après-midi 16h pour réserver vos places. Le guichet ferme en fin d'après-midi, alors dépêchez-vous. Alors vendredi, toujours, je vous le disais, une soirée Halloween se prépare dans les allées de la médiathèque de Sarreguemines. Petits et grands pourront passer une soirée d'horreur festive grâce aux différentes animations proposées par les trouillothécaires. Bricolage, chasse aux citrouilles et réalité virtuelle de l'effroi. C'est à partir de 19h30 et inutile de préciser qu'il faut venir déguisé. Frissonner pour la bonne cause, c'est ce que propose Maxime dans sa maison de l'horreur. Ce lundi de 18 à 22h, oserez-vous vous aventurer dans les sous-sols de sa maison située au 17 allée des Châtaigniers à Sarreguemines? Prenez votre courage à deux mains et affrontez vos plus grandes peurs. Cette année, le parcours sera payant. L'argent récolté sera reversé à l'association Regard de Bébé Plume qui œuvre pour permettre à la petite Yuna, atteinte d'une paralysie cérébrale et d'une rétinopathie du prématuré, de grandir dans les meilleures conditions. Tarif 2 € à payer directement sur place le soir d'Halloween. Eh bien, c'est noté, mais je crois que tu en as oublié un super important. Pas du tout, Margot, je garde le meilleur pour la fin. Vous l'attendiez avec impatience depuis 2 ans. Ça y est, les couloirs de l'effroi de la citadelle de Bitche rouvrent enfin leurs portes. Au programme des nouveautés et des parcours encore plus flippants que les éditions précédentes, dont certains sont même déconseillés aux moins de 12 ans. Alors on est allé voir Cyril Fritz, le responsable de la citadelle, pour lui demander pourquoi il fallait à tout prix venir pour cette édition 2022. Écoutez. Parce que la citadelle est un des meilleurs endroits pour se faire peur, surtout quand elle est enveloppée dans son voile de nuit. Et les couloirs de l'effroi déploieront cette année 19 univers différents qui sont inspirés de son histoire, mais qui sont aussi inspirés des thèmes traditionnels d'Halloween, avec certaines nouveautés cette année qui feront bien leur effet. Chaque nouvelle réouverture des couloirs de l'effroi est une particularité puisque les visiteurs ne retrouvent jamais le même parcours. Ce qui va différer cette année par rapport à la dernière édition 2019, c'est la venue d'un détachement du château de Frankenstein près de Darmstadt en Allemagne qui va renforcer un petit peu l'équipe de nos bénévoles et qui assurera un spectacle bien particulier avec de nouvelles performances à découvrir. Déjà, plus de 7000 personnes se sont inscrites pour s'aventurer dans les couloirs de l'effroi. Alors dépêchez-vous, il reste plus beaucoup de place. Je le rappelle, c'est vendredi, samedi, dimanche et lundi prochain à partir de 19h. Vous pouvez réserver vos places en ligne sur le site internet citadelle-beach.com. Attention, il n'y aura pas de caisse du soir le soir même, alors assurez-vous d'avoir pris vos billets en amont. En tout cas, on a hâte de découvrir ce tout nouveau parcours. Merci beaucoup Morane, moi j'irai pas parce que j'ai trop peur, mais voilà. Maintenant, comme tu l'as dit, Halloween approche à grands pas et aujourd'hui tu t'intéresses à un symbole de cette fête effrayante. C'est ça, en fait quand on pense à Halloween, eh bien, on pense en premier aux citrouilles, aux sorcières, mais aussi aux chats noirs. Mais pourquoi les chats noirs sont-ils à ce point associés aux ténèbres et au malheur? Eh bien ça ne date pas d'hier. Si le chat était adoré dans l'ancienne Égypte, au Moyen-Âge, c'est une toute autre histoire. Mais pourquoi ça? Alors en fait c'est une question de religion. À cette époque c'est le christianisme qui associe le chat noir au diable à cause de sa couleur, le noir. Et certains pensaient que le chat noir était soit le messager de Satan, soit Satan lui-même réincarné en chat pour répandre le malheur sur le monde. Mais la représentation la plus connue reste bien sûr celle du chat noir, compagnon des sorcières. Encore une fois, au Moyen-Âge, eh bien, beaucoup croyaient aux sorcières et des chasses étaient organisées un peu partout en Europe. On connaît la chanson. Si une femme était accusée de sorcellerie, eh bien, elle était brûlée sur le bûcher et tutti quanti. Bonne ambiance. Ouais, c'est un peu excessif, il a rien demandé en plus. C'est ça. Mais quel rapport avec le chat donc? Eh bien, comme je l'ai dit, eh bien, certains pensaient que le chat noir était un animal maléfique et donc le parfait compagnon des sorcières puisqu'elle vouait un culte aux démons et aux ténèbres. Mais d'autres pensaient que les chats noirs étaient tout simplement des sorcières métamorphosées en félins. Alors tout le monde devait s'en méfier. Finalement, c'était ni plus ni moins que du racisme. Les pauvres. Oui, et en plus de brûler les sorcières, on brûlait aussi les chats. Au Moyen-Âge, c'était vraiment une super époque. Ouais, et aujourd'hui, ça a un peu changé, qu'en est-il?
facile. Oui, aujourd'hui évidemment on ne brûle plus les chats noirs, Dieu merci, mais ils font toujours l'objet de nombreuses superstitions comme la malchance ou au contraire la chance, ça dépend des croyances, mais le chat noir est bien plus souvent connoté de manière péjorative que l'inverse. Et d'ailleurs quand j'étais petite, ma grand-mère elle me disait toujours qu'il fallait cracher par terre si on en voyait un, sinon c'était la poisse assurée, comme si mes glaires allaient me protéger du mauvais sort, mais enfin soit. En tout cas, les chats noirs font partie des superstitions qui ont traversé le temps et c'est pour ça qu'à Halloween on en voit partout, surtout au pied des sorcières. Et ça existe, ça, la phobie des chats noirs ? Non, ça n'existe pas la phobie des chats noirs, mais par contre pour ta culture, sache que la peur des chats, ça s'appelle l'élurophobie. Très bien, merci pour le point culturel. J'ai une question, Morane. Depuis tout à l'heure, on voit des photos de chats défiler. Ils sont à qui ces chats ? Il y a la mienne, Boubou, que j'ai adopté il y a 3 ans. Mais il y a aussi les chats des amis, de la famille. Je voulais vous montrer à quel point ils étaient trop chouquis. Oui, effectivement, ils sont vraiment trop mignons. De toute façon, tous les chats sont mignons. Mais voilà. oui, et je ne veux pas me la péter, mais mon vétérinaire, il dit que les chats noirs, c'est les chats les plus gentils. Et pourtant, à la SPA, ce sont toujours les derniers à être adoptés. Justement à cause des superstitions. Alors c'est pas prouvé par A plus B, mais c'est possible inconsciemment, peut-être que les gens préfèrent adopter d'autres chats, ce qui n'est pas plus mal bien sûr, mais c'est un constat. Et d'ailleurs en Amérique, à l'approche d'Halloween, certains refuges interdisent les adoptions de chats noirs à cause de toutes ces croyances, et c'est pour éviter qu'on leur fasse du mal, Bichette, mais aussi pour éviter qu'ils soient adoptés pendant cette fête et réabandonnés ensuite. C'est trop triste. En tout cas, sachez qu'il reste un gentil chat noir au refuge de Sarreguemines qui attend sa nouvelle famille avec impatience. Il s'appelle Gustave, il a 11 ans et il attend plus que vous. Je vous le rappelle aussi qu'adopter un animal, c'est pas une chose à prendre à la légère et qu'il faut en prendre soin. Merci Morane, c'est bien de le rappeler. Il est vraiment trop mignon. Si j'en avais pas déjà un, je pense que j'aurais été le chercher. Moi aussi. Merci, à la semaine prochaine. Alors on va passer du coq à l'âne ou plutôt du chat aux vignes en l'occurrence. Lorsqu'on parle de vin, on pense forcément au raisin, sauf qu'en Moselle, d'autres fruits comme la groseille ou la rhubarbe sont également sollicités pour produire ce genre de breuvage. Ces boissons traditionnelles sont généralement fabriquées à petite échelle, mais un groupe d'amoureux de vin de rhubarbe a décidé de créer son entreprise spécialisée Terre du Saulnois, à consommer avec modération, bien sûr. Découverte en images avec Ghislain Schumacher. Comme à chaque étape de production de leur millésime, Jean et Frédéric endossent leur costume de goûteurs. Cela fait plusieurs semaines que leur jus de rhubarbe vieillit dans ces cuves. Pas d'opacité, rien, c'est bien. Ouais, non, il est... Waouh. Ce qui est important, c'est de s'assurer que le produit est conforme à ce que l'on veut faire et à ce qu'on aime faire. Et puis surtout, ça permet de savoir si on n'a pas des attaques de bactéries, de l'oxydation, enfin tout ce qui peut entraver le bon goût. Au palais, cette boisson a justement de troublantes ressemblances avec le vin blanc, notamment grâce à la sucrosité de la rhubarbe. Ces producteurs la récoltent généralement à la fin du printemps dans une ferme du secteur chez l'un de leurs associés. Après avoir écrasé le fruit pour en sortir le jus, ce dernier est ensuite élevé en cuve pendant 3 mois. C'est simplement de la fermentation avec une température constante pour que les bactéries puissent se développer correctement. Comme le vin, c'est exactement pareil, comme le raisin. Donc après, on commence un peu notre travail de filtration, de savoir les différents mélanges qu'on va faire parce qu'on a 3 gammes de produits, du moelleux, du pétillant et du sec. Terre du Saulnois en produit 10 000 bouteilles chaque année qui sont ensuite vendues par des cavistes, des magasins de producteurs ou des restaurants. Une belle performance pour l'entreprise où les 9 associés et amis ont tous une autre activité professionnelle. Ici, chaque décision est prise de manière collégiale et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Chacun a un peu son domaine de compétences, dans la comptabilité, dans la gestion, Internet, la commercialisation, voilà, plein de choses comme ça. Notre point commun, c'est qu'on aime bien se retrouver autour d'un verre et surtout tous les chantiers qu'on organise, que ce soit pour la récolte, pour l'étiquetage, pour la mise en bouteille, ça se termine toujours à table. Ces épicuriens espèrent accroître leur production dans les prochaines années et projettent également de développer de nouveaux produits à base d'autres fruits. Eh bien, nous, on ne demande qu'à goûter, à consommer avec modération, je le rappelle. Et c'est la fin de ce 30 minutes. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez un tout nouveau numéro demain à midi. Très belle journée à tous sur Mosaïque Cristal.